D'exprimer mes remerciements aux organisateurs donc pour leur invitation et d'exprimer aussi tout le plaisir que j'ai pour assister et participer à cette manifestation. Alors, dans cette communication, je vais essayer donc de parler plutôt de l'impact des épisodes d'épidémie, et de peste en particulier, à la fin du Moyen-Âge, donc Maroc, entre le XIVe et le XVIe siècle, une histoire que je vais aborder plutôt du point de vue de l'historien du peuplement, et non pas de l'histoire de la médecine, et en particulier pour traiter d'un sujet qui est un peu difficile, on va dire, à évoquer en fonction des sources disponibles, qui est celui de l'impact démographique donc de ces épisodes et donc les conséquences que cela peut causer en termes donc de mouvements de population, de mouvements migratoires en général. Alors, je vais très rapidement évoquer la question des sources. Donc, la première question qui se pose est celle d'abord du bilan historiographique sur le sujet. On peut dire que pour l'étude donc, des épisodes de peste et des épidémies en général durant cette période, on est dans le cas du Maroc devant on va dire des limites bibliographiques assez importantes liées à la nature des sources disponibles. Donc l'essentiel de nos sources sont des chroniques ou bien des dictionnaires biographiques ou hagiographiques qui peuvent bien évidemment donner quelques informations sur les pestes et leurs impacts, ou les épidémies en général et leurs impacts, mais ces données restent extrêmement fragmentaires et n'ont pas un caractère systématique comparable, par exemple, à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays arabes, à commencer par l'Égypte, par exemple, pour laquelle nous disposons de sources très détaillées sur l'impact finalement des crises donc épidémique et aussi crise de subsistance. Si on donne par exemple l'exemple d'Al-Maqrizi qui a écrit pendant la première moitié du XVe siècle plusieurs ouvrages donc, traitant justement de l'impact de ces crises successives et donc la ruine entre guillemets d'une partie de la ville du Caire, à laquelle il a consacré un immense ouvrage. Donc nous n'avons pas malheureusement pour le Maroc un travail équivalent qui permettrait un peu de mesurer, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une ville, l'impact de telles manifestations. Également, notre documentation reste limitée du point de vue archéologique parce qu'on sait que les phénomènes de peste peuvent causer par exemple des mouvements de désertion massive de sites, notamment de sites ruraux. Et l'exemple peut-être le plus connu à cet égard est celui de l'Angleterre, après donc, la grande peste du milieu du XIVe siècle, où donc, les travaux archéologiques entrepris depuis les années 50 donc, du XXe siècle ont permis d'avoir une idée assez précise donc des conséquences démographiques donc, sur les campagnes et aussi donc, de l'impact économique issu donc, de la désertion d'une partie importante, dépassant la moitié, on va dire, des sites ruraux pendant cette période. Donc en l'absence de ces données, on va dire le traitement de cette question reste, on va dire, limité. Et donc je vais essayer dans ce qui suit d'évoquer
en particulier la question de la mobilité de la population, en lien avec ces crises sanitaires, épidémies, en particulier les pestes, en traitant finalement des différentes échelles de la mobilité, car cette mobilité s'exprime à l'occasion de ces phénomènes épidémiques de plusieurs manières. D'abord, il y a une mobilité, on va dire, de réaction immédiate à une peste ou à une épidémie. La mobilité, je dirais, qui est synonyme d'une fuite après le début de la contagion. Il y a ensuite un deuxième degré finalement, une deuxième échelle au niveau de laquelle on peut mesurer cette question de la mobilité, qui est celle des grandes migrations, qui sont généralement des conséquences à moyen terme, donc plusieurs années, plusieurs décennies parfois, après le déclenchement finalement d'un épisode d'épidémie. Je donnerai quelques exemples de migrations qui ont eu lieu au Maroc à partir de la fin du XIVe et au XVe siècle, depuis des zones qui ont été moins touchées par les épidémies vers les zones les plus affectées. Et puis un dernier cas que j'aborderai à la fin, qui est celui de la mobilité de population vers l'étranger. Nous avons pour le Maroc quelques informations assez détaillées sur la migration de Marocains, notamment depuis les plaines atlantiques, vers le Portugal. Alors, la première question, celle de la mobilité en lien avec le début, on va dire, des épidémies, et notamment de la grande peste du milieu du XIVe siècle. Donc cette question de mobilité est abordée dans plusieurs traités, soit des traités de médecins ou des traités de médecine, mais aussi dans des textes juridiques. Tout simplement parce que cette question de mobilité est elle-même liée à un autre débat qui a été évoqué tout à l'heure, un débat de nature juridique et théologique sur la réalité de la contagion. Donc je passe un peu les détails sur le sujet, mais j'aimerais juste rappeler par exemple l'importance de certains textes, notamment d'un juriste de Grenade, Ibn Lub al-Gharnati, qui écrit d'ailleurs à la même époque qu'Ibn Khatib, un contemporain d'Ibn Khatib, les deux ayant écrit d'ailleurs sur la peste, sur la grande peste, mais avec des points de vue différents. Quand Ibn Khatib privilégie, on va dire, un point de vue rationnel qui reconnaît l'existence de la contagion, l'adwa, et donc qui essaie de proposer quelques solutions, en tout cas en prenant en considération cette réalité, Ibn Lub, comme beaucoup d'autres juristes, on l'a vu pour les époques plus tardives, essaie d'aborder cette question d'un point de vue juridique et théologique. Notamment pour interpréter certaines traditions, certains hadiths prophétiques qui ont un contenu contradictoire à l'égard de la question de la contagion. Et si des juristes comme Ibn Lub qui traitent du sujet considèrent que la contagion n'existe pas comme moyen, comme vecteur, on va dire, de diffusion de la maladie. S'il considère ou s'il nie finalement cette existence, c'est en réalité comme résultat d'une pensée qui est de nature théologique, qui a été véhiculée principalement par l'école théologique ash'arite, qui considère finalement que malgré l'existence possible de liens de causalité entre ce qu'on considérait à l'époque comme étant des vapeurs
néfaste, le bukharat, qui pouvait causer justement la maladie, cette contagion, en tout cas cette infection d'individus malades ne pouvait être que le résultat de la volonté divine et nier tout caractère, on va dire, systématique de la contagion. Et donc on lie finalement avec cette explication théologique. Ibn Loup recommande à ses contemporains finalement d'éviter de se rendre aux zones infectées par la maladie et en même temps d'éviter de quitter ces zones quand on y réside. Finalement, il préconise ces éléments-là sans proposer aucune mesure d'isolement ou d'éloignement des individus. D'autres auteurs comme Ibn Khatib, qui évoquent plusieurs solutions, on va dire, à caractère médical, évoquent par ailleurs dans d'autres écrits l'importance de la question de la mobilité, de l'itinérance, l'irtihal, comme solution, en tout cas comme parade face à la diffusion de la peste. Et Ibn Khatib, par exemple, note la résistance, selon lui, importante des populations nomades face à la grande peste, donc du milieu du XIVe siècle. Et cette information, finalement, subsiste chez d'autres auteurs, notamment Léon l'Africain, qui écrit un siècle et demi plus tard, et qui évoque lui aussi, pour des épisodes plus tardifs de peste, donc durant le XVe siècle et début XVIe, donc la résistance, selon lui, des populations des zones méridionales du Maghreb, ce qu'il appelle dans sa description de l'Afrique la Numidie. Et ces constatations, malgré, on va dire, leur caractère empirique, permettent de poser, du point de vue historique, une question importante. Est-ce que ces zones, justement, situées au sud du Maroc et au sud du Maghreb en général, ont été épargnés plus que les autres par cette diffusion de la peste, donc du milieu du XIVe siècle, la grande peste, et des autres épisodes constatés tout au long du XVe. Sur ce sujet, il faut dire qu'on n'a pas d'éléments très détaillés. Donc peut-être le cas de l'Ifriqiya, de la Tunisie actuelle, est le plus documenté. Et pour l'Ifriqiya, donc on sait que les Bédouins n'étaient pas forcément mieux lotis, on va dire, que les sédentaires, et que finalement la peste a affecté aussi, a causé des ravages très importants chez les populations nomades. Donc pour le cas du Maroc, on va dire les rares indications sur l'étendue de la peste évoquent plutôt une concentration dans les zones, on va dire, les plus peuplées, c'est-à-dire les plaines atlantiques. Et cette question permet plutôt d'aller vers le deuxième point, qui est celui des mouvements migratoires. Car ces plaines atlantiques, qui sont, on va dire, touchées de plein fouet par la peste du milieu du XIVe siècle, seront affectés aussi un peu plus tard, pendant le début du XVe siècle, et en particulier dans les années 1413-1415, par une autre série d'épidémies accompagnées de famines, et les populations de ces zones, qui étaient essentiellement des populations sédentaires ou semi-nomades, ont payé, on va dire, un lourd tribut à ce niveau-là, ce qui favorise des grands mouvements de population qui sont constatés à l'issue finalement de ces épisodes. Alors le lien de causalité, si vous voulez, direct entre les phénomènes de peste et les mouvements migratoires ne peut pas être établi, mais en tout cas on remarque à chaque fois, après, on va dire, le passage de la peste, des grands mouvements de population pour combler un peu le vide démographique qu'on peut constater dans ces zones. Alors, ces zones de plaines atlantiques seront touchées par plusieurs mouvements de migration
qui viennent toujours des zones situées dans les régions prédésertiques, donc la région de Daraa, de Tafilat en particulier, mais aussi de l'oriental, de Enged, ou encore du sud du Maroc, de la région située au sud du Souss. Et plusieurs cas peuvent être documentés d'une manière assez précise par rapport aux dates pour ces périodes. Donc je ne m'attarde peut-être pas trop sur les détails là aussi, mais on peut citer par exemple dès la fin de la troisième quart du XIVe siècle un mouvement de population assez massif des tribus Chaouia, tribus moutonnières, de nomades moutonniers qui vivaient dans le Temsna, dans la région de Casablanca aujourd'hui, et qui se sont déplacés vers le Gharb. Bien évidemment, ces déplacements massifs ont suscité plutôt des réactions des pouvoirs politiques, mérinides en l'occurrence. Un peu plus tard, nous constatons également plusieurs mouvements de population vers le milieu du XVe siècle, comme résultat finalement de l'impact démographique des crises des années 1413-1415, qui étaient extrêmement graves, succession de peste et de famine, avec aussi une grande guerre civile entre prétendants mérinides. Et au milieu du XVe siècle, on assiste à plusieurs mouvements. D'abord, mouvements de population venus de la région de Daraa en particulier, qui traversent tout le Moyen Atlas pour se diriger vers le Temsna. Sur lesquels on a plusieurs informations, notamment chez Lion Africain, qui décrit les passages, par exemple, des Oulad Hussein en particulier. Et on a un autre mouvement qui est celui des Oulad Ubaydallah, qui venaient de la région d'Enged, dans l'oriental, et qui ont traversé le couloir de Taza pour se diriger vers le Gharb, où ils affrontent d'ailleurs le pouvoir mérinide. Nous connaissons finalement ce mouvement surtout en raison des conséquences politiques qu'il a engendré, car cette arrivée massive des Oulad Ubaydallah a entraîné une bataille importante avec le pouvoir mérinide en 1441-42. Une bataille qui se termine par une victoire du pouvoir central face à ces populations. Et puis il y a un dernier cas qui est moins, connu du point de vue chronologique, mais qui est aussi un résultat de ce dépeuplement des zones atlantiques, qui est l'arrivée progressive, depuis le sud, de tribus probablement d'origine markélienne, et parmi lesquelles il y a les Abda, les Hmar viendront après, mais les Abda font leur apparition dans le sud de la région de Safi, en particulier dans la région de Grdaga, à la fin du XVe siècle. On a les premières informations à ce moment-là. Et leur territoire était beaucoup plus au sud que le territoire actuel des Abda. Donc il y a une progression, un mouvement de population vers le nord, qui est aussi résultat de ces crises sanitaires et crises de subsistance qui les accompagnent. Donc ce sont des exemples, mais il y a d'autres cas qu'on peut évoquer, notamment dans la région de Meknès, en l'occurrence. Donc pour passer au dernier point, pour rester dans le temps qui m'est imparti, je voudrais évoquer un autre cas qui est cette fois-ci beaucoup plus documenté grâce notamment à l'apport des textes portugais, car dès la fin du XVe siècle et surtout au début du XVIe, nous disposons d'une documentation portugaise extrêmement riche, soit des chroniques, soit des documents d'archives qui ont été en partie édités. Et dans ces documents, on retrouve des indications extrêmement précises sur l'évolution et la diffusion de phénomènes d'épisodes de peste. Et cela a été étudié notamment par Bernard Rosenberger et Hamid Triki dans un article qui est aujourd'hui une référence
dans le domaine. Donc parmi les épisodes les plus importants, donc celui des années 1521-22, qui est caractérisé surtout par cette conjonction entre les épidémies, sur la peste, encore une fois, donc qui réapparaît à plusieurs reprises et qui est accompagné par des situations donc, de famine, et le hasard aussi voulait qu'il y avait aussi une grande sécheresse entre-temps, et ces différentes catastrophes finalement ont complètement désorganiser les secteurs productifs, notamment pour la production agricole, causant donc une énorme crise dans les années 1521-22. Et donc parmi les manifestations, on va dire, les plus dramatiques finalement de cette situation, le sort de dizaines de milliers de Marocains, notamment des zones atlantiques, qui ont été contraints à se vendre, en quelque sorte, à se constituer esclaves pour pouvoir migrer vers le Portugal, où ils vont constituer finalement ce que les Portugais appellent les morisques. Les morisques portugais ne sont pas les descendants, on va dire, des Andalous donc de l'époque islamique, mais plutôt une population nouvellement, on va dire, installée au Portugal. Donc j'ai mis ici une citation d'un chroniqueur portugais, donc Luís de Souza, qui donne ici un exemple lié au cas de la ville d'Esmour, mais le phénomène était assez large. Il a touché donc aussi les zones de Assila, au nord du Maroc, de Safi et au-delà. Et la peste finalement qui était à l'origine de cette grande crise a touché l'ensemble du Maroc. Donc on a des informations là aussi très détaillées sur Fès, sur le Souss. Donc c'était un phénomène assez grave. Donc, pour peut-être conclure sur cette question, on peut dire que les rapports entre ces crises sanitaires et la mobilité des populations constituent encore un pont, on va dire, méconnu dans l'histoire du peuplement du Maroc, que ce soit d'ailleurs pour l'époque médiévale ou pour les époques suivantes. Et les quelques exemples que j'ai essayé d'évoquer ici ne sont là que pour montrer un peu la complexité donc, de l'analyse historique dans le sujet, parce qu'on a d'un côté un manque crucial de sources archivistiques, sauf donc pour des situations, des cas un peu plus récents, et surtout parce que finalement ces cas donc, de crise sanitaire sont généralement imbriqués avec d'autres problèmes, d'autres catastrophes qui sont liés donc, à des facteurs climatiques et aussi à on va dire à des facteurs politiques. Par exemple, pour la grande crise de 1413-1415, la peste, la famine et la guerre civile donc se joignent un peu pour engendrer une très grande crise à l'échelle d'ailleurs de l'ensemble du Maroc. Là aussi, les informations concernent aussi bien le nord que le sud du pays. Donc ces conséquences touchant au peuplement peuvent aussi avoir un lien avec l'histoire économique du Maroc, qui reste encore un domaine peu exploré. Donc les rares études donc pour les périodes anciennes concernent en particulier le début du XVIIe siècle. On sait que là aussi les grands épisodes de peste qui commence à la fin du règne de Ahmed Mansour Saadi, ont causé finalement un dérèglement total donc, de l'appareil économique au Maroc. Et cette situation mérite aussi d'être explorée malgré la difficulté de la documentation pour des périodes plus anciennes. Donc, merci.